là où on a envie d'aller ensemble. Mais je peux avoir ma vision, la mettre sur la table et dire voilà, j'ai envie de ça. Où allons-nous ensemble en sachant que j'étais le chef de meute? Et il me dit mais rêve, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? La personnalité en elle-même, l'entreprise la gomme. Moi, ce que je trouverais merveilleux, c'est que les chefs d'entreprise parlent de santé. On est là pour parler de la vision et du chapitre de ton livre qui s'intitule « La vision authentique ». Alors moi, je l'ai lu avec, bien sûr, énormément d'intérêt, mais tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est d'abord ce mot de vision qu'on emploie beaucoup, la nécessité pour le chef d'entreprise d'avoir une vision. Et je me suis dit, pourquoi avoir éprouvé le besoin d'y rajouter authentique? Donc, mes premières questions vont être, voilà, y a-t-il plusieurs sortes de visions? Y a-t-il des visions inauthentiques? Peut-on piloter une entreprise avec une vision inauthentique? Tu nous diras. Et finalement, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Et si on veut aller justement sur cette notion d'expérience, de retour d'expérience, quelles vont être, toi, tes expériences réussies portées par des visions authentiques? Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais déjà, pourquoi authentique? Alors, en plus, authentique est un mot excessivement galvaudé. À l'époque, c'était pagnolesque, puis il sortait maintenant des sources et il y avait effectivement... Mais je pense que j'ai eu vraiment nécessité de rajouter au terme vision cet aspect-là qui est pour moi vraiment cette forme d'écologie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme d'alignement. Je pense qu'un chef d'entreprise, il a à un moment donné une nécessité d'action, d'expression, d'ambition, de réalisation, et s'il n'est pas en accord avec quelque chose qui résonne en lui. Quand j'ai créé ma boîte, par exemple, je donne un exemple très personnel, tant pis, mais pourquoi j'ai créé cette boîte? Parce que, alors que j'avais un poste magnifique, je gagnais énormément d'argent que je n'ai jamais autant gagné après, j'ai mis un temps fou dans ma boîte à me payer comme ça, à ce prix-là, mais je portais un truc, c'est-à-dire, mon père qui était un entrepreneur dans l'âme, venait de mourir. On redescendait dans le sud avec l'homme de ma vie qui avait une opportunité de poste magnifique par rapport à ce qu'il avait à Paris, une ouverture. Il avait une vie ici de famille qu'il avait besoin aussi de consolider. Et quand il m'a proposé un oubli en Grèce, en me faisant boire du Rédziné, alors que j'étais heureuse comme tout dans ma vie professionnelle, et qui m'a dit, écoute, et si on redescendait chez nous, puisqu'on était tous les deux Marseillais, qu'est-ce que tu ferais? Et là, je lui ai dit, écoute, trouver un poste comme Marseille, c'est même pas la peine d'y songer. Jamais je trouverai un poste comme chez Nestlé. Et il me dit, mais rêve, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Et qui serait là l'expression de donner un sens à ce retour. Et, je pense que dans sa tête, il pouvait pas, j'allais dire, m'arracher à quelque chose dans lequel je m'épanouissais, sans que je puisse effectivement trouver une contrepartie forte. Et là, à force de questions, j'ai fini par accoucher, c'est le cas de le dire, en lui disant, écoute, j'ai pas d'enfant. Je pense que nous n'en aurons pas pour des raisons qui étaient des raisons tout à fait aussi raisonnées, raisonnables, pour plein de raisons techniques aussi, et familiales. Et je lui dis, écoute, j'ai besoin de faire mon bébé, moi. Ah oui. Et en plus, je récupère le côté entrepreneur de mon père, que je n'avais pas pu mettre en exergue parce que papa aurait aimé que je prenne la suite des affaires familiales. Finalement,
Ni mon frère ni moi ne l'avons fait. Donc il y avait quelque chose à réaliser. Et comment imaginer que ce que j'étais en train de faire n'allait pas interférer sur la réalité de ma production. Oui. Et comme je ne supportais pas de rester seule, je pense que j'ai créé une équipe. Donc il y avait plusieurs choses. Et dans ma vision, j'apportais mon projet. Quelqu'un qui crée, quelqu'un qui développe une entreprise, quelqu'un qui est vraiment réussi, je pense, dans ce rôle-là, porte quelque chose. Mais il porte quelque chose qui est authentiquement vrai. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'est pas quelque chose que les autres lui amènent. Donc quand on dit qu'un chef d'entreprise doit avoir une vision authentique, c'est qu'il doit pas se mettre à côté. C'est-à-dire qu'il peut pas dire ce que je le fais pour des mauvaises raisons. Il le fait aussi pour se réaliser. Je comprends très très bien et ton exemple, et merci d'aller chercher quelque chose qui est effectivement de l'ordre du vécu et de l'intime et qui m'amène cette question. Quand tu arrives avec cette vision d'entreprise aussi forte, tu dis c'est mon bébé, comment elle se transmet à une équipe de 10, 20, 100, 1000 personnes? Bien sûr. Alors ça c'est un vrai sujet. Parce que celui qui vient de rentrer le lundi matin, le 1001e collaborateur, comment est-ce qu'il se dit aussi, à un moment, c'est aussi mon bébé? Ouais. Alors j'en ai pas eu 1000, mais j'en ai eu une centaine. Ouais, je sais. C'est déjà très bien. Et c'est vrai que, alors il y a eu bien évidemment des évolutions dans mon management, parce que cet enthousiasme-là, si tu veux, cette pulsion de vie qui est ça, parce que c'est vraiment une pulsion de vie, l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de cet ordre-là. Je dirais, je vais peut-être, pour moi, la pulsion de vie, c'est la libido, hein. Mais en même temps, là, il y a une pulsion de vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'exprime et qui est du genre, j'ai besoin, effectivement, de créer. C'est sans doute, je l'assimile vraiment à la création d'un enfant, de l'ordre vraiment de choses que je ressens fortement, comme de l'ordre du vivant. Et là, je pense que pour arriver à ce que cette vision soit partagée, bon, les gens le sentent quand tu portes un truc. Donc ils te suivent plus volontiers. C'est-à-dire que tu leur dis, ils sentent que tu portes cette envie, ce sens, cette ambition. Pour moi, chaque année, c'était, bon, où allons-nous ensemble? Où allons-nous ensemble? En sachant que j'étais le chef de meute. Tu vois, et je me sentais comme ça, quoi. Vraiment le chef de meute. En plus, à l'époque, une femme qui crée dans les années 85, j'étais hyper up-to-date. Je voyais, il y avait les années tapis, les machins, les trucs, on se disait, oh là là, c'est génial, cette fille qui crée une boîte. Bon. Donc, il y avait, je pense, un regard qui était un regard plutôt positif. Et je me suis rendu compte au fil du temps que je pouvais me décaler, justement. Parce que je portais tellement cette envie-là, que certains me disaient, mais Ève, tu nous dis toujours, en gros, saute plus haut, saute plus haut, saute plus haut. Comme la petite souris de Jumbo, là, qui dit, mais oui, tu peux voler, mais oui, tu peux voler. On en avait beaucoup parlé avec Jacques de ça. De cette puissance de feu qu'on avait pour donner aux collaborateurs l'envie. Tu l'as connu avec Jacques. L'envie de faire, l'envie d'avancer, parce qu'on avait ce feu-là. Et des gens qui disent, non, mais attends, c'est pas ma boîte, hein. Moi, ton envie à toi, je l'ai pas. Donc, donne-moi ma contrepartie normale de mon épanouissement, mais ne me demande pas d'en faire aussi autant. Donc, il y a aussi ce décalage que j'ai appris à faire, que j'ai appris à comprendre. C'est pour ça que j'ai, en management, vraiment, une expérience à la fois tripale, je vais le dire, hein, tripale, et à la fois une expérience un peu partout, dans des grosses boîtes, dans des plus petites, dans la mienne, et où là on voit effectivement que les différences de management influent. Nous, notre culture, il y avait aucune différence entre
au départ, mes collaborateurs, quand on était 10, il y avait des conjoints qui venaient en fin d'année, on faisait des choses. Tu as connu ça aussi, toi, chez Delta, on avait des choses magnifiques, comme ça. Parce que ça faisait partie de la culture que je portais. Je l'aurais pas porté. J'ai connu des chefs d'entreprise qui supportaient pas ça. Qui jamais de la vie n'auraient accepté que des conjoints, même en petite équipe, viennent. Ou de faire des choses très ouvertes avec les collaborateurs. C'était tout le temps très pro. Pourquoi pas? Si eux ne le portent pas. S'ils n'ont pas ce besoin-là. Moi, ma vision était, en plus, je vais faire de la psychanalyse de bas étage, mais n'ayant pas d'enfant, j'étais maternante, bien évidemment. J'étais très enveloppante, très maternante, très enthousiaste, très positive. Bon, j'ai appris au fil du temps à me calmer, à expliquer que finalement, à m'expliquer à moi que on peut convaincre personne, qu'il faut se mettre au diapason de l'écoute de l'autre, qu'il faut essayer d'attendre au moment où il est prêt, d'essayer de gérer effectivement les différences individuelles et d'aller chercher le meilleur chez chacun. Et puis ensuite de partager cette vision, parce que c'est vrai que dans le processus, il peut y avoir plusieurs choses. Quand il y a cette envie formidable, il faut pas là. Je disais aux dirigeants, ça ne serait pas convenable de faire semblant de ne pas avoir votre propre vision et d'imaginer dans un sujet de manipulation, et Dieu sait si dans les entreprises parfois le management confère à la manipulation, d'essayer de leur dire oui, on va faire semblant de construire une vision ensemble. Non. La faire approprier, c'est différent. C'est totalement différent. Mais je peux avoir ma vision, la mettre sur la table et dire voilà, j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie, par exemple, les enfants à 3 ans de vous amener là. À 1 an de faire ça. Mon aventure, elle est là. Est-ce que vous avez envie de la vivre? Bah oui, non, machin. Bon, questionnez-moi. Questionnez la vision. Mettons à jour, et on y reviendra, les fondamentaux de ce que nous avons à défendre, de notre différence d'entreprise, de nos objectifs très très concrets. Est-ce qu'on veut être gros? Est-ce qu'on veut rester comme on est? Est-ce que voilà. Et là, la vision du chef d'entreprise très authentique se conçoit et s'accepte. Alors j'ai un peu trop, mais il me semble que si on revient sur l'authentique, alors que ce mot est un peu, encore une fois, très galvaudé et très particulier, ce qui est rigolo, c'est que il fait sens parce que c'est quelque chose qui ne, à l'inverse d'une vision fausse, elle est sentie, elle est ressentie. Encore une fois, le collaborateur y sent. Alors c'est vrai, mais je voulais te questionner sur ce point, c'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette vision un peu tripale de chef de meute, pour employer tes termes, a laissé un peu la place à un rôle de l'entreprise, à sa raison d'être, mais à sa raison d'être à l'intérieur de la société, donc d'aller vers une vision plus sociétale, son rôle écologique, son rôle social. Et j'ai l'impression que et RSE. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu abandon et que les deux n'arrivent pas à cohabiter. C'est très vrai. Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est très vrai. Et aujourd'hui, très honnêtement, je passerais, si je gardais ce management-là dans une entreprise, je pense que je ne serais pas aussi suivi sans doute ou crédible que ça. Je serais peut-être même raillé d'une certaine façon en me disant mais c'est pas adapté. Effectivement, et c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que nous arrivons à une phase où tout ça a été remis en question. C'est-à-dire la primauté du patron, parce qu'on n'emploie plus ce terme-là en plus. Et pourtant, toi, tu étais un patron femme. On peut pas te reprocher un masculinisme ou un management très masculin pour le coup. Mais je pense qu'il y a la même violence aussi. C'est terrible à dire dans l'expression de quelqu'un qui incarne tellement les choses, et encore une fois, on pense tous les deux à la même personne, qui des fois peut être tellement dans cette lumière-là
que quelque part, on enlève l'importance du collectif. J'ai tout compris là, dans mon exercice là. Et tu as raison de dire qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Aujourd'hui, il me semble que c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à un autre équilibre. La personnalité en elle-même, l'entreprise la gomme. L'entreprise la gomme et l'entreprise ne l'accepte plus de cette façon-là, même d'un patron. Elle est encore un peu, mais elle devient caricaturale du coup. On la limite. On lui donne. Oui, c'est la caricature. Et c'est pas obligatoirement ça qui fait qu'il y a des équipes derrière qui suivent. Il faut proposer autre chose. Il faut à la fois, ce qui est très complexe, ce que je faisais, c'est-à-dire être très allié sur l'individuel et dans la sphère individuelle, parce que on a malheureusement un ego qui est énormément important aujourd'hui à combler. Et c'est très curieux parce que je me suis, ces dernières années, usée et j'ai bégayé là-dessus à essayer de lever l'ego des dirigeants. Parce que j'ai pigé un truc, c'est que plus leur ego était apaisé, c'est-à-dire que je pense que l'ego, c'est pas la confiance en soi, c'est l'inverse. L'ego, c'est le faux self, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que on peut plus justement mettre en avant une personnalité avec un fort ego. Je sais pas si j'en avais un comme ça, mais sans doute. En tout cas, j'étais vue comme ça, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble que ça n'a plus cours aujourd'hui et qu'effectivement, tu as raison, on n'est plus du tout dans ça. Mais il faut encore une fois s'occuper de l'individu pour combler des choses, du collaborateur, et surtout créer une dynamique collective. Alors ça, j'avais compris quand même dans ma boîte que l'aventure commune, à l'époque ça marchait l'aventure. Aujourd'hui, l'aventure ne marche pas vraiment, hein. C'est-à-dire que tu proposes une aventure, il faut qu'elle soit formidable. Il faut qu'elle soit portée, que chacun s'y retrouve. Il y a des intérêts croisés encore plus importants. L'individu ne vient pas pour te faire plaisir. Il vient pas bosser parce qu'il a envie d'être avec toi. Il vient bosser parce qu'il se réalise. Alors c'était ça aussi avant, mais beaucoup plus peut-être important aujourd'hui. Après ça, il y a des personnalités encore que je trouve très, on parlait de charisme à l'époque, maintenant tu parles plus de charisme chef d'entreprise, c'est un gros mot, hein. Il y en a encore quelques-uns comme ça, mais si tu veux, c'est pas ça que les collaborateurs recherchent. Il y a effectivement tellement d'interrogations, tellement de peurs, tellement de difficultés, que l'entreprise se retrouve aussi un creuset où on amène tout ça. On amène la peur et tout. Donc il y a de la sécurité à trouver. Il y a aussi une autre aventure que je trouve, moi, écologique. Tu veux, le vrai sujet aujourd'hui, dans les entreprises, c'est de travailler, et tu sais, pas par les émissions et les machins. Je trouve ça nul de commencer à dire aux gens, c'est comme quand on faisait de la qualité à l'époque. Alors tu vas travailler, ça fait un dossier de plus, tu vois. Tu vas mettre à côté de ton dossier un autre dossier qui est maintenant l'écologie, la RSE. Bon. Moi, ce que je trouverais merveilleux, c'est que les chefs d'entreprise parlent de santé et qu'ils disent à tout le monde, voilà, notre entreprise doit être en santé. Chaque individu de mon entreprise, j'ai besoin de travailler, j'y arriverai pas, c'est un vœu pieux, mais on va essayer de faire en sorte de se préoccuper de notre santé et on va essayer de se préoccuper de la santé de nos clients, de nos fournisseurs et on va essayer, comme disait l'autre, de ruisseler intelligemment. Mais là, je pense que la santé, c'est un bon ruissellement plutôt que l'argent. C'est une belle notion, la santé, très intéressante. Ça pourrait être une vision. Ça pourrait être une vision. Après, c'est que j'ai l'impression que chacun apprécie sa propre santé à l'aune de son regard, de ses besoins, de sa culture. Donc, oui. Comment et qui définit que j'ai suffisamment pour être en bonne santé ou que je suis dans le bon environnement pour être déjà, en si santé. tu veux, de pas faire de burn-out. Que le patron n'en fasse pas. Première chose. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui serait dans une pensée, dans une vision
avec un faux self, ça peut être un patron qui n'a plus envie de venir, donc il tombe malade. Combien de patrons sont tombés malades à un moment donné quand ils ne trouvaient plus d'issue? Parce qu'ils ne se réalisaient plus. Je suis pour ça très à l'écoute de ça. Quand je vois un patron fatigué, quand je vois quelqu'un qui a plus envie, je suis hyper stressée. Parce que là, je me dis, il y a risque. Parce qu'il ne porte plus cette envie-là. Le matin, il se lève pas en se disant, je vais bouffer le monde. Et quand même, il y a un peu de ça quand on a envie de faire quelque chose et quand on a une passion. Donc là, c'est important de le dire. Pour moi, la santé du dirigeant est importante. Bien sûr que chacun a sa notion de santé. Bien sûr qu'on n'est pas tous faits comme toi, courir tous les jours. Voilà. Bien évidemment, chacun à son niveau. Mais je pense qu'un peu chacun, c'est comme le tri, tu vois. Il y a des gens qui font le tri systématique, puis il y a des gens qui font un petit tri pour l'instant de leurs déchets. Bon, ben, dans l'entreprise, il y aura chacun qui fera un peu à son niveau. Mais pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Alors, on s'éloigne du bouquin, mais c'est bien. On s'éloigne, oui, pas tant que ça, parce D'accord. que sur la vision, moi je voulais aussi te questionner sur les phases de l'entreprise. Ouais. D'après toi, est-ce que on doit porter la même vision dans une phase pionnière d'entreprise ou dans une phase d'entreprise plus établie, qui est sur son rythme de croisière, qui se développe, mais qui est déjà assise sur son territoire, sur son métier? Ben, je parle dans le bouquin d'une expérience incroyable qui était celle de quelqu'un qui nous avait demandé d'un jeune qui reprenait une boîte et qui voulait la transformer totalement et qui voulait passer du 19e au 21e siècle en très peu de temps. Il avait une vision formidable, une ambition chevillée au corps, une vitalité inextinguible. Et il a fallu que nous le calmions parce que nous prenions conscience que la culture de cette entreprise était à un moment où il n'était pas question de nier son histoire. J'ai beaucoup travaillé après, tu le sais, sur la résilience et sur l'idée de raconter une histoire. Il faut d'abord raconter une histoire dans une entreprise pour faire corps. On fait partie d'une histoire. Pour moi, l'entreprise, c'est un moment. Ça n'a rien de paternaliste où on fait des... Non, on est dans un moment, on fait rentrer à un moment donné quelqu'un, il va peut-être sortir à la prochaine gare, mais entre les deux, on aura fait quelque chose ensemble. Et dans ce truc-là, donc, pour répondre à ta question, l'évolution, ben, elle peut déjà ne pas être la même vision du chef d'entreprise parce qu'il n'aura pas pris en compte la culture dans laquelle il arrive, et il peut pas bousculer comme ça une équipe et faire n'importe quoi. Et dans l'équipe, bien sûr que dans la phase pionnière, il y a des choses, si tu veux, où tu embarques parce que tu es dans la création. Et à ce moment-là, autour de toi, tu as une équipe qui aussi te suit pour ça. C'est parce qu'on est en train de marcher dans cette époque pionnière. Puis il y a des phases. Puis surtout, il faut les gérer, ces phases. Hein. Oui. Et la phase de désillusion, où d'un coup, tu vois ton équipe qui a marché du tonnerre, où on stagne parce que le marché stagne. Moi, j'ai un souvenir, on faisait de la chasse de tête et du conseil, où à un moment donné, la chasse baissait parce qu'il y avait des problèmes conjoncturels. Et il fallait remobiliser les gens, et ceux qui faisaient de la chasse de tête n'étaient pas très heureux. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le projet et la vision de l'année d'avant, parce que chaque année on refaisait la vision, c'était qu'est-ce qu'on fait cette année par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ça, on repart comment, et il y avait toujours un symbole attaché. Donc il y avait, dans tous ces changements, chaque année, par exemple, s'il fallait être beaucoup plus souple, je me souviens que j'avais donné un dauphin à tout le monde, un petit dauphin joli bleu, joli. Pour essayer de leur dire, cette année, on va essayer d'être vraiment comme dans le dauphin. À un moment donné, on a démarré l'international. Je leur avais offert un globe pour mettre sur leur bureau chaque fois, en disant, la symbolique de cette année, elle est dans une vision un peu différente. On était tous dans cette aventure commune. Voilà. La seule chose que je leur disais pour moi, l'entreprise, c'est une aventure. Encore une fois, à l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, il faut exprimer
là où on a envie d'aller ensemble, où j'ai envie de les amener. Et là, chaque année, on revisitait et il pouvait y avoir effectivement, comme tu le disais, des moments où il fallait se calmer, il fallait surtout ne plus développer, par exemple, consolider, essayer de faire, mais mobiliser chaque fois. Et là, bégayer chaque année sur le cap nouveau, en disant attention, cette année on se calme là-dessus, on a besoin d'avancer là-dessus, est-ce que vous êtes toujours d'accord, est-ce qu'on est bien en phase? Et chaque fois qu'ils réussissaient en accord avec la vision, leur dire, on arrête tout quand on voit quelqu'un qui marche et qui dit, oui, ça fonctionne, tu as fait ça, tu es exactement dans ce qu'on est en train de faire ensemble, tu es conforme, et là, et encourager quand le cap est bien compris, et bien intégré. Alors là, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, et pour qu'on soit aussi dans ces échanges pratiques pour des gens qui nous écoutent et qui voudraient en tirer des expériences à mettre en œuvre, en quoi le fait de revisiter chaque année la vision est important? Et je précise ma question parce que je t'ai souvent entendu dire, la vision n'est pas négociable. Donc, comment tu fais le lien? Parce que tu dis, est-ce que vous êtes toujours d'accord? Mais d'un autre côté, elle n'est pas négociable. Alors, dis-nous. Là, c'est vrai que, à partir du moment où le chef d'entreprise est très clair sur sa vision, il a des moments où il a envie d'amener un truc, et je sentais souvent, confusément, qu'il y avait chez lui déjà des choses pas négociables. Après, on se met d'accord avec un comité de direction, on la questionne, on la retravaille, on la fige. Elle est figée, et souvent avec une perspective de 3 ans, si tu veux. À l'époque, aujourd'hui c'est beaucoup plus court, mais néanmoins, quand j'étais chez Gloa, c'était 10 ans le strategic planning. Bon. On est revenu à des choses qui étaient plus courtes, bien évidemment, par rapport à ce que nous vivons, mais je crois aussi qu'il faut donner une perspective. Cette perspective, c'est la vision. Il peut y avoir, quand elle est partagée, on est passé de la vision qui est un peu l'envie du chef d'entreprise, qui après se traduit véritablement en quelque chose où on remet en place les fondamentaux, qui sont un peu les principales valeurs, mais encore plus fortes que... Parce qu'on peut avoir envie de gagner de l'argent, c'est pas une valeur, mais c'est un fondamental. Bon. Et à un moment donné, dire nos compétences distinctives, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis différent de cette entreprise-là qui fait la même chose que moi. Et mes objectifs, ça on se donne quand même quelque chose qui est notre feuille de route. Après on le traduit en objectif, ce que vous voulez. Mais moi je crois qu'il faut être synthétique pour manager. Ça me tue de voir des feuilles de route analysées avec des tableaux dans tous les sens. C'est pas humain ça. Je veux dire, j'atomise pas mon action de cette façon-là. Alors ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hors du propos du manager, pour moi. Et pourtant, ça se fait beaucoup. Donc, par rapport à ça, effectivement, ça peut être non négociable à un moment donné. Quand elle est figée, elle est quand même sérieusement, on doit y être dessus. Il peut y avoir des aléas terribles. C'est-à-dire, tu fais des pellicules Kodak et puis d'un coup, tu peux plus en faire. Donc, tu es bien obligé de tirer un marché qui se ferme. Donc, tu es obligé de revisiter. Mais chaque année, il y a le cap. C'est-à-dire que, à l'intérieur de tes 3 ans, tu crées un cap. Tu essaies de garder ta perspective. Je dis n'importe quoi. À 3 ans, on veut être les meilleurs, parce que c'est pas obligatoirement que quantitatif, Mais tu peux dire, je dis n'importe quoi, je veux avoir 100 millions et être dans ma profession, je veux dire, la plus écologique des entreprises. Très bien. Tu restes sur ton cap. Mais chaque année, en fonction de ton marché, de ton équipe, des difficultés que tu rencontres chez tes fournisseurs, des aléas d'une guerre et autres, à ce moment-là, tu ajustes ton cap. Tu essaies de garder ta perspective pour donner du champ aux gens. Tu es obligé peut-être à un moment donné de changer de métier, peut-être, de raison d'être de ton entreprise, mais peut-être que tu porteras... la même chose, c'est-à-dire que tu vas dire je veux être quand même le plus écologique, ou je veux quand même que des gens chez moi, par exemple, j'entends aujourd'hui, je veux plus que les gens qui travaillent avec moi soient des invisibles. C'est pas beau ça? C'est formidablement porteur.
et ça, moi, je dis, bon, c'est Émilie de Lombarès, qui est une fille que j'adore et avec laquelle je travaille depuis longtemps, et elle a une ambition, mais extraordinaire pour sa boîte. C'est pas de faire de l'argent, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est de dire, je suis dans un métier terrible, qui est le métier aussi, il y a beaucoup de, bon, il y a des tas de métiers autour de la propreté, mais Ouais. la sécurité haute et le nucléaire, mais là-dedans, il y a des gens qui sont invisibles. Et je voudrais surtout plus ça. Je voudrais que cette population-là... Bon, voilà. Par exemple, ça, pour moi, c'est une vision. Et une vision authentique. Cette fille ne peut pas être comme a été son grand-père ou sa mère, qui avait déjà aussi des éléments de... Elle avait fait une fondation, la mère, elle était déjà dans quelque chose de fort, mais avec Émilie, on arrive à quelque chose qui est démultiplié. Donc sa vision est non négociable, hein, quelque part. Cet aspect-là. Ouais. Par contre, elle va être très à l'écoute de ce qui se passe et de l'ajustement nécessaire chaque année. Alors, je voudrais peut-être qu'on termine cet échange sur une notion qui tourne autour de l'exemplarité. Ah oui. J'ai trouvé très très beau et très intéressant ce que tu dis. Et à un moment, tu parles de la spontanéité et de l'exemplarité. Tu dis la révolution des mœurs des années 70 a remplacé la valeur d'exemple par celle de la spontanéité. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, si tu pouvais nous éclairer et développer un peu cette idée-là. Alors, j'ai essayé de travailler ça et j'avais peur de rester sur des banalités ou de rester sur quelque chose qui était bon en 70 parce que on avait une espèce d'ouverture. Hein. Après 68, il y a eu une espèce de libération qui faisait que tout était possible. Il y avait quelque chose d'assez joyeux. Et du coup, le naturel, donc le spontané, redevenait dans l'actualité, de l'entreprise aussi. Alors qu'on était quand même beaucoup plus corseté dans des hiérarchies. Et certainement que nous apprenions la transmission par la valeur de l'exemple. C'est-à-dire on regardait, même dans l'éducation, les parents étaient un exemple pour lequel on était pour ou contre, on s'élevait pour ou contre, on le fait encore, hein. Mais en même temps, il n'y avait pas autant la remise en question de l'autorité, et là on faisait exploser l'autorité en 70. Donc c'est là où il y a eu cette espèce de révolution dans l'entreprise, qui a été de dire on n'est plus dans... Et moi j'avais très peur de ça parce que j'avais peur de la labilité, de quelque chose de... dans cette libération, il y avait quelque chose aussi du laisser-aller que je trouvais dommage parce que je trouvais... Alors, je sais pas, j'avais été peut-être impressionnée par des gens qui transmettaient, qu'on regardait comme des mentors. Moi, j'ai regardé mes patrons, et notamment un qui m'a lourdement impressionné, comme ça, avec cette... et j'ai essayé de récupérer des choses de lui. J'ai essayé de récupérer des choses de plein de gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et je me disais que l'exemplarité, il n'y avait rien de mieux, parce que c'était quelque chose qui était justement ressenti. On fait quelque chose... Et d'un coup, comme par hasard, on devient un référent. Pas un hasard quand même, c'est que tu fais bien les choses. Quand on vient te regarder faire, tu vois, c'est comme l'artisan qui a le coup de main, quoi. Et c'est pas le jeune qui va arriver qui va avoir tout de suite le coup de main. Donc ça, j'avais peur de le perdre. Je me disais, il faut quand même que dans l'entreprise, les jeunes aient cette valeur d'exemple et qu'ils puisent là-dedans. Alors aujourd'hui, je sais pas où on en est là-dessus, réfléchissons. Je pense qu'on manque de ça. J'ai toujours peur qu'on soit dans un excès. Quand on se libérait trop, on allait des fois vers du laisser-aller, on était moins impressionné par l'exemple, on allait moins chercher les anciens. On a commencé par virer les anciens à un moment donné. On a perdu énormément dans les entreprises en termes de savoir-faire, parce qu'on s'est débarrassé des plus anciens. Les jeunes avaient merveilleusement l'idée du nouveau, c'était formidable et tout, mais on manquait à un moment donné
de cette valeur d'exemple. Donc je crois qu'il faut les deux. Et pour moi, c'est un peu l'inné et l'acquis. Il faut de la nouveauté parce qu'on apprend tous les jours, les jeunes nous apprennent plein de choses, mais il y a un peu d'inné à avoir et d'aller chercher. C'est pour ça que maintenant dans l'entreprise, j'aime bien qu'on revienne vers l'histoire de l'entreprise. On peut pas se faire et se refaire sans notre histoire personnelle. Moi, je fais toujours j'ai qu'une culture, elle est humaine, hein, donc je reviens toujours à la personne. Mais la personne, elle se constitue avec son histoire personnelle et ce qu'elle a vécu. Donc son inné, son acquis et tout ça est bien mélangé pour en faire un être rare. Je crois que dans la spontanéité et l'exemplarité, il nous faudrait des deux. J'adorerais aussi encore. Maintenant, on a réhabilité d'ailleurs les tuteurs, des gens qui sont effectivement, qui aident. Regarde, aujourd'hui, on récupère même, on se rend compte au plan politique qu'il faut qu'on arrive à traiter les seniors avec ce qu'ils sont quand même encore capables de donner. Oui. On a vu des gens qui sont revenus dans le jeu par le conseil de façon assez considérable. Je crois à ces mélanges-là. Moi aussi, et je rêverais d'une entreprise, voire d'une société, où les seniors sortiraient du conservatisme, c'est-à-dire amèneraient leur expérience sans excès de dogmatisme, bien sûr, et où les jeunes développeraient l'écoute. Et garderait la spontanéité et l'innovation. Je pense que ça serait merveilleux, ça. Une entreprise qui arrive à résoudre cette équation, elle est d'une puissance et d'une multiplicité infinie. Absolument. Infinie. Et moi ça, aujourd'hui, si je devais participer modestement à modifier la culture de l'entreprise, je milite pour le maintien des seniors, mais je fais des injonctions aux seniors de lâcher cette exemplarité à tout crin et de dire avant c'était mieux ou non, avant c'était ce que c'était et aujourd'hui c'est sûrement très bien. Et donc comment arriver à communiquer? Je pense qu'on est encore très 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 cloisonné là-dedans. Ah, c'est super. Et oui, alors ça c'est une belle vision par exemple d'entreprise. Arriver à faire une entreprise ou le proposer dans une entreprise, c'est une vision. C'est une vision. C'est une vision sociale. Ouais. C'est une vision, je trouve, écologique aussi, vivante, parce qu'elle fait partie de mettre ensemble cette intelligence du lien entre les seniors et les jeunes. Et je trouve que ça a beaucoup de sens, ce que tu dis, parce que ça pourrait, si tu veux, alors, tu vois, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, dans l'évolution aujourd'hui qu'on pourrait porter, le regard que nous pourrions porter à l'entreprise, c'est une proposition comme celle-là. Je parlais tout à l'heure de la vision de rendre les gens visibles dans des métiers invisibles. Ça, c'est une vision formidable qui permettrait, si tu veux, ce tricotage entre l'expérience et j'allais dire, l'appétence des jeunes, et puis de créer cette motivation collective, mais la créer à partir effectivement de quelque chose de tout à fait concret, tout à fait précis, tout à fait métier. Mais c'est formidable. Et ça, c'est une vision. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, outre, le chef d'entreprise doit avoir ça. Tu vois, ça me fait préciser ma pensée, ce que tu me dis là. C'est que il faut arriver, pour aujourd'hui être entendu et suivi, avec un vrai projet social et écologique. Là, on est dans l'écologie du vivant. L'écologie, c'est pas simplement, encore une fois, faire attention à ce que nous gaspillons. C'est aussi travailler à la richesse de l'interaction entre les gens. Et ce que tu dis, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, quand je rencontre quelqu'un, il faut créer de la richesse dans une entreprise. Je te rencontre, tu es mon patron, tu es mon négo, tu es mon collaborateur. Quand je te rencontre, je dois créer une productivité. C'est ça l'interaction positive. Eh bien, toi, tu es en train de dire ça. Partir avec à la fois un vécu, une expérience pour les seniors, mais sans cet a priori-là, qui serait de figer et de pas entendre effectivement,
et de pas se mettre à la portée d'eux. Donc vraiment créer une interaction avec les jeunes. Et les jeunes, effectivement, ne pas partir avec l'idée qu'ils travaillent avec des vieux croutons, mais effectivement, essayer de se dire, j'ai des choses à prendre là. Mais tu as raison, ça c'est une vraie vision. Et pour moi, elle est à la fois authentique, parce que tu la portes, et là elle devient authentique, tu le comprends, puisque c'est ta proposition qui te transcende, mais qui correspond à ce que tu es, Jérôme. Moi qui te connais, pourquoi tu dis ça? Parce que tu as toujours essayé de polliniser, mon fameux mot là, des gens dans l'entreprise. Tu as commencé en étant quelqu'un d'extrêmement sachant, avec plein de choses à faire. Tu as créé des systèmes, tu as fait des trucs. Puis tu t'es rendu compte à quel point, j'allais dire presque, les interactions de la machine t'ont donné l'intelligence de le traduire dans l'humain et dans les gens. Et tu n'as eu de cesse que de transposer cette magie que tu créais dans la technique, d'essayer de la retrouver et de la créer aussi dans l'humain. Dans l'humain, oui, c'est vrai. Et tu vois, quand tu parles de ceux qui savent et trucs, mais en même temps de pas figer l'interaction, c'est-à-dire de trouver le moyen que ça connecte, quoi. Tu es un connecteur, toi. T'es un connecteur, t'es quelqu'un qui est capable de mettre des choses en connexion. Et tu vois bien que c'est toi. Donc ça fait partie de ta vision. Ça fait partie de ce que tu es, c'est-à-dire de tes fondamentaux, on y reviendra. Un de tes fondamentaux, c'est ça. C'est vraiment cette compétence distinctive qui est la tienne. Que là, tu fais vivre dans cette proposition de vision d'entreprise, et en même temps, tu ne peux que la porter, et tu ne peux, pour répondre encore à notre histoire de pourquoi authentique à côté, c'est que ça, c'est toi. Et que quand tu vas faire cette proposition, comme par hasard, tu vas la défendre avec tout ce que tu es, et ça va passer. Parce que quand les gens vont t'entendre, ils vont dire, c'est marrant, mais il est congruent entre ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, il y a quelque chose qui se passe, ou un collaborateur sans que tu es pas dans le forçage, tu es dans ton truc, dans une proposition qui te va bien. Et donc, ils ont plus envie quand même d'y aller, que quand ils sont à côté de quelqu'un qui d'abord exprime pas sa vision, reste sur des choses très banales d'objectifs d'entreprise chiffrés, on n'est pas là dans un souffle, si tu veux. Pour moi, la vision, c'est le souffle quand même. C'est la perspective, c'est le souffle, et il faut qu'elle soit portée parce qu'il faut qu'elle soit avec l'axe du chef d'entreprise. Après, qu'elle soit questionnée, remise en question, toute enrichie, ballottée, en fonction des événements, tant mieux. Mais il aura apporté quelque chose. Et peut-être qu'il gardera l'étincelle, tu vois. Très belle conclusion, Ève, pour cet épisode-là. La prochaine fois, on parle de quoi? Ce que tu veux. On va parler des fondamentaux, c'est ça? Exactement. On va parler des fondamentaux. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi parce que tu m'as fait vraiment réfléchir d'une façon, j'allais dire plus actuelle par rapport à ce que j'avais en tête. Et j'ai tout oublié, le reste c'est parfait. Alors que notre voyage d'aujourd'hui à travers les pages et les pensées d'Evelyn Dance touche à sa fin, nous espérons avoir éveillé en vous la curiosité, inspiré la réflexion et peut-être même allumé une étincelle de transformation. Mais l'exploration ne s'arrête pas ici. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une nouvelle escale dans l'univers sans limite des livres et des idées.